Bon, on va commencer. Bonjour à toutes et tous. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Timothy Daly, qui est anglais, oui. Irlandais. Ouais. Voilà. Donc Timothy a fait un bachelor en neurosciences à l'université de Nottingham. Ensuite, il a fait un master à l'université Paris-Sorbonne. Puis une thèse. Alors, après les neurosciences, il est passé à l'histoire et la philosophie des sciences et de la technologie. Et il a fait sa thèse, son doctorat en histoire et philosophie des sciences et de la technologie. Donc, c'était assez en continuité. Timothy a maintenant des activités plus d'enseignement dans le secondaire en attendant mieux. À partir de septembre, il sera en postdoc dans le centre et dans notre équipe. Et donc, il est en visite pour un peu s'inspirer de notre institut et notre centre avant sa venue en septembre. Et il va partager ses réflexions autour de la prévention populationnelle de la maladie d'Alzheimer. Merci. Alors, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. Aujourd'hui, donc, en effet, je vais faire ma présentation en français. Je vais vous parler d'un papier récent que j'ai écrit sur l'iceberg du risque de la démentia. Je vais employer ce terme latin anglo-saxon parce que je trouve que le terme démence en français est un peu malheureux comme terme. Parce qu'on met l'accent sur son caractère modifiable et aussi... c'est vraiment ça s'inscrit dans le paradigme actuel plutôt que dans sa dimension historique. Aujourd'hui, je vais essayer de questionner le paradigme actuel de la promotion de la santé cérébrale qui se fait dans plusieurs pays et partout dans le monde. Et je vais aussi assumer dès le début ma conclusion, c'est que nous devrions repenser la recherche et la société pour lutter contre des contributions au risque de la démentia plus profondes au sein de la population. Pour l'instant, on flotte un peu à la surface, je trouve. Donc, quelles sont les parties de cette intervention? Je vais d'abord parler de l'approche que j'appelle sanitaire, de la promotion de la santé cérébrale, qui se différencie des approches pathologiques. Et je vais parler de la manière dont ces modèles sont un peu des modèles transactionnels. On a des données et on cherche à passer de nos données à des actions. Ensuite, je vais interroger les dimensions épistémologiques et politiques de l'approche sanitaire. Donc, quand je parle d'épistémologie, je parle juste de cette construction du savoir. Comment est-ce que le savoir est créé et évalué dans ce domaine. Ensuite, je vais parler du besoin d'aller vers une approche populationnelle pour garantir l'équité en matière de santé cérébrale. Ok, j'espère que ça, c'est clair. Donc les trois parties. Donc la première partie, l'approche sanitaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et donc la promotion de la santé cérébrale. Bon, il y aura des parties des diapos qui sont en anglais. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. Donc moi je travaille avec une historienne, Lara Koch, sur la question de l'Alzheimer en termes de phénomène de société. Et nous constatons que quand on parle d'Alzheimer et de démentia, démence, en termes de problèmes cliniques et de problèmes de santé publique, il y a un peu deux questions philosophiques qui se posent. La première question, notamment en lien avec le concept de la maladie d'Alzheimer, c'est qu'est-ce que la maladie? Qu'est-ce que donc la maladie d'Alzheimer? Il y a un peu deux réponses actuelles à ces questions. Il y a deux groupes de recherche qui travaillent sur la définition de la maladie. Et quand on cherche à définir la maladie, c'est parce qu'on veut cibler la population concernée par cette maladie physiopathologique, qui est définie en partie par deux biomarqueurs. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer, c'est les protéines amyloïdes, la protéine tau, et des marqueurs de neurodégénérescence. Et donc, dès qu'on parle de cette maladie-là, de la maladie d'Alzheimer, on parle de tout ce qui est pathologique par rapport à ce qui est le vieillissement normal. Donc on va, paradoxalement, faire la promotion d'une maladie pour garantir son statut et sa légitimité au niveau de la santé publique. Il y a ça se décline en deux approches. Il y a l'approche qui est promue par le NIA et l'Alzheimer's Association, qui est vraiment un peu biomarker only, qu'on trouve en bas.
Ensuite, il y a une espèce de voie du milieu qui est un peu biomarker informed. Et ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est plutôt une approche qui est biomarker independent. Bon, je vais essayer de résumer ça. Donc, biomarker only, donc, selon cette approche, grâce à des biomarqueurs pour les protéines amyloïdes et la protéine tau, on peut définir la maladie d'Alzheimer comme concept. Ça s'appuie sur une vision biostatistique de la santé, c'est-à-dire être positif pour les biomarqueurs. Être positif pour les biomarqueurs, c'est avoir la maladie d'Alzheimer et être d'une certaine façon malade. Donc il y a évidemment des problèmes avec cette définition-là. Mais l'intérêt de cette approche, où on va essayer de chercher à cibler une population, c'est parce qu'on veut réduire la charge pathologique dans le cerveau, idéalement avant que ça n'entraîne des dégâts au niveau du syndrome clinique, et tout ce qui est démentia et perte d'autonomie. Donc cette approche de biomarker only est très critiquée. On a un autre groupe de recherche plus européen, c'est the International Working Group. C'est un groupe d'experts, de neurologues qui publie dans The Lancet Neurology, et ils parlent plutôt de... Donc là, les biomarqueurs vont informer le concept de la maladie d'Alzheimer, mais ne vont pas non plus déterminer. Donc on est dans un raisonnement beaucoup plus probabiliste, et on parle de stratification du risque. Ces biomarqueurs comptent comme un facteur de risque pour la progression à un syndrome démentiel, mais ne déterminent pas pour autant cela. Et donc on parle de biomarker informed. Et de l'autre côté, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la promotion de la santé cérébrale, donc brain health promotion. Et c'est là où on pose la question de qu'est-ce que la santé. Donc on n'est pas si intéressé dans cette approche par les biomarqueurs, par la définition précise de la maladie, de sa trajectoire clinique, etc., l'histoire naturelle de la maladie, mais plutôt comment maximiser la santé cérébrale au sein de la population. Donc pour cette approche, on ne va pas parler de ce qui est normal versus pathologique, on va parler de ce qui est sain versus ce qui est malsain. Donc on va vite parler d'hygiène de vie, de lifestyle. Et pour nourrir cette approche, les chercheurs ont tendance à s'appuyer sur une vision plus holistique de la santé plutôt qu'une définition biostatistique de la santé. C'est plutôt l'exposition à des facteurs de risque, mener une vie saine. C'est ça qui va favoriser la santé cérébrale. Et ce qui est intéressant dans cette approche, c'est que vu qu'il y a l'accent mis sur l'écart entre le biomarqueur et le syndrome clinique de la démentia, il y a donc des points d'appui qui dépendent pas du tout des biomarqueurs. C'est plutôt des actions au niveau de la santé publique. Donc il y a un peu deux projets philosophiques. Qu'est-ce qu'est la maladie? Et donc dans ce cas de tout ce qui est vieillissement et la cognition, c'est qu'est-ce qu'est la maladie d'Alzheimer d'un côté, et de l'autre côté, c'est qu'est-ce qu'est la santé et comment la maximiser. Donc j'espère que ces projets sont assez clairs. Et donc au milieu de ça, on a cette approche qui est biomarker informed et qui essaie d'arriver à une espèce de vision de la médecine personnalisée qui est aussi critiquable, mais qui essaie de trouver ce juste milieu entre ces deux approches, ou bien biomarker only, ou bien biomarker independent. Voilà. Okay, donc je vais m'appuyer un peu sur cette réflexion pour vous parler de cette troisième approche plutôt, qui se trouve dans les commissions du Lancet, c'est-à-dire c'est des panels d'experts qui ont été invités à publier dans la revue The Lancet. Et c'est là où ils vont parler de la démentia comme problème de santé publique et qui est donc critique de l'approche pathologique où on fait la promotion de la maladie d'Alzheimer pour plutôt parler de la santé cérébrale et la manière dont on peut agir contre les facteurs de risque. Donc on n'est pas du tout... C'est vraiment deux projets philosophiques un peu différents, d'après nous. Voilà. Et dans ces deux questions philosophiques, en fait, on a deux modèles translationnels différents. C'est très propre du côté pathologique. Donc ça montre qu'en fait, pour l'approche pathologique, il faut trouver la population concernée, trouver une cible et essayer de faire des essais cliniques randomisés. Et c'est un peu le gold standard de la translation. On a donc les phases précliniques et les phases cliniques. Et l'idée, c'est d'aboutir, en fait, c'est l'image classique du pipeline, et c'est propre. Malheureusement, les résultats restent assez décevants.
Mais au moins, le chemin entre données et action est assez clair. Donc, il y a un peu, j'ai décliné ça en 2 dimensions. Donc, il y a un peu la partie visuelle qui passe de tout ce qui est trouver une cible et approuver un médicament. Mais aussi, de l'autre côté, on peut aussi voir que finalement, il y a des questions à se poser qui passent de target, cible, trial. Et voilà, il faut un peu cocher les cases et c'est comme ça qu'on progresse dans la translation clinique. En revanche, du côté de la promotion de la santé cérébrale, je trouve que les choses sont moins claires. On va plutôt... Donc, on constate, du côté pathologique, qu'il y a un manque de traitement disponible. En revanche, il y a des données très prometteuses du côté de l'épidémiologie des populations. D'après certaines études dans lesquelles Carole a été impliquée, même si le gâteau de la population vieillissante est toujours en train d'accroître, la part du gâteau représentée par les syndromes de démentia serait en train de rétrécir plutôt. Donc c'est-à-dire qu'il y a on a de bonnes raisons de croire que donc les actions au niveau de la santé publique ont un impact. Donc c'est tout ce qui est du côté de la prévention. On n'a pas vraiment du côté du traitement maintenant. On a besoin des 2 côtés. Mais là, comme les traitements ont l'air de ne pas vraiment aboutir à des résultats prometteurs, mettons l'accent sur la prévention. Et je pense que, je vais essayer de vous dire que, d'après ma vision, pour l'instant, on reste un peu figé dans un paradigme d'hygiène de vie, de lifestyle. Et voilà, je vais essayer de montrer ça. Donc, ce paradigme, qu'est-ce que c'est ? Donc, la première commission du Lancet, donc c'est Jill Livingston et collègues. Donc, il y en a eu 2, et il y en a une 3e qui est en pleine rédaction. Donc, la première a quantifié l'impact des facteurs de risque pour le problème de santé publique de la démentia. Et d'après ces 2 commissions, je vous ai juste montré la première parce qu'il y a le graphique qui est assez parlant. Il y a des facteurs de risque qui interviennent tôt dans la vie, ensuite pendant l'âge un peu plus moyen et la fin de vie, donc early life, midlife, late life risk factors. Et d'après ces 2 commissions du Lancet, à peu près un tiers, voire 40%, même plus en fonction des pays, il y aura une corrélation entre ces facteurs de risque modifiables et le problème de la démentia au niveau de la santé publique. Donc, si on arrive à agir contre... donc, c'est tout ce qui peut être donc, l'éducation au sens scolarité, la perte d'audition, santé sociale, santé physique, santé mentale, tabagisme, des facteurs de risque relativement classiques, pas spécifiques, vraiment. Et donc le paradigme de la translation clinique, donc tout comme on avait une espèce de pipeline du côté pathologique, mais on a une espèce de pipeline du côté sanitaire, du côté de la promotion de la santé cérébrale. Donc il y a ça se décline un peu en 2 types d'actions. Il y a des essais cliniques randomisés, donc notamment l'étude FINGER, qui est l'étude gériatrique finlandaise, qui est citée un peu comme l'essai phare de cette vague de données prometteuses et qui a montré qu'il y avait, en effet, si on agissait, donc en fait, vous voyez un peu, qui est tiré du livre Brain Health de Mia Kivipelto, qui est l'une des personnes les plus importantes dans cette approche-là, donc ces études finlandaises et maintenant internationales. Donc si on agit, donc on change d'alimentation, si on augmente l'activité physique, si on augmente la stimulation mentale, les activités sociales, et ensuite si on prend en charge les facteurs de risque cardiovasculaire, on pourrait donc diminuer l'incidence de la démentia, même si ces études sont loin d'être extrêmement convaincantes vis-à-vis de l'impact qu'on peut avoir à l'échelle individuelle. L'étude FINGER est un peu la seule étude positive, même si l'impact est très, très petit. Et donc les études PREDIVA aux Pays-Bas, l'étude MAP en France ne vont pas vraiment dans ce sens, mais donc
c'est là où la question de la translation devient beaucoup plus complexe parce que on est dans c'est des interventions multidomaines. C'est pas comme l'approche médicamenteuse qui est très propre épistémologiquement parlant. On change un facteur, on voit les résultats dans un groupe de patients. Là, c'est des actions beaucoup plus complexes. C'est donc des interventions beaucoup plus complexes au niveau informationnel. Donc on a beaucoup plus de mal à avoir des données de qualité en faveur de ces approches. Et d'ailleurs, la commission du Lancet en 2020 a quand même dit qu'il n'existe pas pour l'instant aucune preuve fiable en faveur de l'idée qu'une activité concrète peut vraiment réduire l'incidence de la démentia, à la fois au niveau des individus et de la population. Donc ça reste assez frustrant en termes de preuves. Néanmoins, en même temps qu'il y a donc maintenant, vous pouvez voir on est passé de l'étude Finger au Worldwide Fingers, et donc maintenant il y a la promotion de cette méthodologie dans plein de pays différents, dans des contextes très différents, avec des noms un peu différents en fonction des pays. Ensuite, ça n'a pas empêché les gouvernements de faire des campagnes de prévention. Donc vous pouvez aller notamment sur le site web, par exemple, du gouvernement britannique, pour voir qu'il y a des campagnes de prévention fondées surtout sur l'information. Sur l'information, donc sur les conseils. Tout comme, vu que l'étude Finger avait l'air de montrer que si on suivait certains conseils et si on faisait certaines activités, ce serait assez logique au niveau de la population de donner ces conseils à la population. Et c'est là où je vais être un peu critique. Donc, l'adéquation du concept de lifestyle. Et le problème, c'est un peu l'échelle de l'action. Et c'est ça un peu ma critique globale de cette approche. C'est que, donc, je trouve que, en fait, le risque au sein de la population n'est pas du tout... en fait, on ne satisfait pas du tout les critères de réduction de risque, à la fois sur le plan de l'équité et aussi le plan de l'impact thérapeutique au sens plus large, avec ce concept de lifestyle. Lindsay Wallace, Carol Brain avait dit en 2022 que, en fait, ces données prometteuses, par exemple issues des études sur lesquelles Carol a travaillé, c'est vraiment au niveau de la population. Et ces baisses d'incidence ont été véritables, sans une approche individualiste où on va faire des espèces de mini-fingers avec tout le monde. Non. C'est plutôt des actions globales à l'échelle de la population entière. C'est là où on va avoir un impact. Donc ça, c'est un premier problème. C'est que Finger n'est ni suffisant ni nécessaire pour réduire la démentia. De l'autre, il y a un deuxième problème, c'est que il existe, donc on le sait bien en épidémiologie, santé publique, qu'il existe ce qu'on appelle des health gradients, des espèces de gradients sociaux de la santé. C'est-à-dire, plus vous êtes favorisé, plus vous avez la possibilité d'être en meilleure santé au cours de votre vie. Donc, ce gradient s'applique aussi bien à la démentia que d'autres maladies chroniques. Et donc, le problème avec ce concept de lifestyle, c'est-à-dire favoriser l'action individuelle, c'est que dans le premier cas, ce n'était pas nécessaire pour voir ces baisses d'incidence, et dans le deuxième cas, en fait, ça risque de nous fourvoyer. En fait, on ne va pas s'intéresser à ces gradients sociaux. Et ça peut paraître un peu banal, c'est pas grave, au moins il y a de l'action, mais je vais essayer de vous montrer qu'il y a des problèmes un peu liés à cette approche, une espèce de dépendance excessive vis-à-vis de cette lifestyle-only approach. Donc, pardon, désolé. Récemment, j'ai publié un papier où je parle de la métaphore de l'iceberg, qui est une métaphore qui existe déjà en santé publique, c'est juste que je pense que c'est la première fois que ça a été appliqué à la démentia. C'est qu'en fait, quand on regarde du côté de la littérature en santé publique, les chercheurs, en général, sont assez critiques de ces approches individualistes. Et pourtant, à force de lire la littérature sur la démentia, en fait, c'est ce qui est promu. D'un côté, donc, de la santé publique, les chercheurs sont critiques. Et du côté de tout ce qui est démentia, vu qu'il y a tellement peu d'actions concrètes qu'on peut proposer, on insiste beaucoup sur le concept de lifestyle. Et je pense qu'il faudrait sortir de ce paradigme, tout simplement. Donc, dans mon papier sur The Iceberg of Dementia Risk, j'essaie de dire que on reste vraiment à la surface si on ne s'intéresse qu'au comportement des individus.
Parce que il y a des, donc, et c'est vrai que donc, si on reste à la surface, c'est vrai que la priorité, ça devrait être en effet la modification du comportement des individus. Mais s'il y a quand même des contributions au risque plus profondes au sein de la population, mais on a du mal à les voir pour des histoires de biais. Je vais essayer de vous montrer que c'est le cas. Et que si on creuse un peu, si on approfondit un peu, il y a au moins 2 niveaux, on pourrait avoir d'autres sortes d'interventions et d'actions plus adéquates au niveau de la santé publique. Le premier niveau, ou qui reste assez peu profond, c'est de changer les environnements immédiats des personnes, c'est-à-dire les conditions de travail, de vie et de loisirs. Et plus profondément, il y a aussi les structures socio-économiques et politiques, et les oppressions, surtout. Donc on va discuter de ça. Je vais juste donner quelques pistes, hein. Je n'ai pas de modèle complètement adéquat non plus, mais juste que je tiens à dire qu'il faudrait qu'on soit plus ambitieux au niveau de l'équité et de la santé publique en tout ce qui concerne la promotion de la santé cérébrale. On reste rivé sur les individus et ça ne nous permet pas de voir des contributions plus profondes au sein de la population. Donc on n'a pas encore une approche vraiment de santé publique, on a plutôt une approche de santé privée. Pourquoi ? Il y a un phénomène qui s'appelle healthism, en anglais le santéisme, et je pense que ça montre un peu l'impact de la vision néolibérale de nos régimes politiques actuels et aussi de notre vision de la santé. En fait, ta santé, c'est ta propriété, ton problème, mais ta priorité aussi. C'est à toi de changer de mode de vie. En fait, c'est une espèce de déresponsabilisation des gouvernements. C'est plutôt... voilà, en fait, vraiment, si vous lisez le site que j'ai cité, là, le site britannique, c'est vraiment débrouillez-vous un peu, arrêtez de fumer, faites plus de sport. C'est très individualiste. Il n'y a pas de notion de soutien derrière, il n'y a pas de notion de responsabilité. C'est juste factuel. C'est purement factuel alors qu'on sait bien qu'en politique, il y a toujours des valeurs derrière, mais juste qu'on ne les voit pas. Donc, il y a Crawford dans un papier qui est très cité d'ailleurs, de 80. Où il a parlé de healthism, et donc je pense que le healthism est quand même un peu, assez répandu, même pour les chercheurs. Je veux dire, même les chercheurs, à force de vouloir proposer quelque chose parce qu'on n'a rien à proposer, on propose pour moi un peu des actions un peu simplistes. Parce que c'est vrai, c'est assez convenable d'imaginer qu'on pouvait juste remplacer les médicaments par des interventions à la finger multidomaine. Sauf que l'impact serait extrêmement limité. Et en plus, ça mettra un fardeau sur les citoyens. C'est-à-dire, à vous de changer de régime, d'alimentation, de mode de vie, en fait. Et pourtant, je vais vous montrer que non seulement il y a des alternatives, mais que, en fait, ça n'a pas lieu dans un vide. Si on imagine 2 personnes dans 2 situations socio-économiques très différentes et on donne les mêmes informations à ces 2 personnes, on va en fait renforcer l'écart sanitaire entre ces 2 personnes parce que la personne qui a le plus de ressources va pouvoir mettre en œuvre les actions et la personne qui n'en a pas va pas pouvoir le faire. On va en fait juste creuser les écarts en matière de santé. Donc ce n'est pas anodin de promouvoir cette approche à l'échelle individuelle. Pour moi, ça renforce les inégalités sanitaires. Et c'est ce qui a été argumenté par l'alternative. Donc c'est une approche beaucoup plus adéquate, une approche populationnelle qui est promue par Sebastian Walsh et collègues à l'université de Cambridge et ailleurs. Donc c'est dans l'équipe de Carol Brain, qui est une chercheuse en santé publique très intéressante vraiment à suivre. Et c'est là, enfin, on a dû attendre jusqu'en janvier 2022 pour voir des chercheurs qui travaillent sur la démentia, au moins visiblement dans une bonne revue, il faudrait dépasser l'action individuelle. Il faut aller vers toute la population, une approche populationnelle, whole population approach. Et donc, dans un papier dans Alzheimer's and Dementia, 1 an plus tard, ils vont dire que qu'est-ce que c'est ? C'est changer les environnements sociaux, physiques, économiques et législatifs pour favoriser l'exposition à des facteurs de protection et minimiser l'exposition aux facteurs de risque. Voilà. Et maintenant, je pense que c'est un peu l'alternative. Il faut aller dans ce sens-là. Il faut être vraiment ambitieux avec cette approche populationnelle.
Mais comment l'implémenter? Je pense qu'il y a quand même des mises en garde qui n'ont toujours pas été complètement approfondies. Donc comment implémenter une approche populationnelle? C'est là où notre paradigme biomédical n'est pas très utile. On a besoin de poser des questions plus larges sur la société. Et je pense que du côté de la santé publique, il y a quand même, quand on regarde les personnes qui sont dans des positions plus défavorisées, il y a quand même, pour ces personnes-là, une hiérarchie d'obstacles. C'est pas donc à la communauté des chercheurs de savoir maintenant quels sont les problèmes rencontrés par ces personnes. Bon, il faut aller sur le terrain et poser ces questions. Et ça commence à être fait. Et c'est très bien d'ailleurs. Mais en fait, donc, la recherche, en fait, il faudrait plus de recherche, même qualitative, sur les besoins de ces personnes. En fait, parce qu'on a tendance, dans le monde académique, de mettre tous les problèmes sur le même plan, et en fait, c'est pas du tout adéquat pour ces personnes-là. Donc, il faudrait plus de recherche où on implique des personnes. Voilà. Et du côté, donc, on a quand même une fissure un peu historique dans le domaine de l'Alzheimer et de la démentia, entre un peu tout ce qui était cure et care. Et Cure, c'était un modèle très inclusif qui impliquait des patients dans la recherche. Et du côté care, c'est vraiment, on avait tendance à impliquer les personnes dans la recherche. Et du côté Cure, on a tendance à réduire, on va utiliser des modèles très, très réducteurs où on ne va pas forcément impliquer les personnes. La personne est plus passive dans sa participation. Alors que ce n'est pas du tout adéquat pour une approche populationnelle. On doit repenser la société et donc on a besoin des citoyens pour savoir comment on va s'y prendre. Ça commence à être fait. Donc il y a quand même une étude très intéressante. Je vais juste vous montrer le poster qui a été proposé dessus. C'est là où on va se placer au niveau, donc j'ai dit un peu le niveau shallow, le niveau peu profond, mais quand même qui montre la volonté de certains chercheurs d'aller vers les citoyens pour trouver des solutions. Donc c'est le Global Brain Health Institute, donc qui a mené une étude qualitative très intéressante. Donc c'est Susan Re qui travaille, elle y travaille. Et donc ça a été publié par la suite dans the International Journal of Geriatric Psychiatry. Et c'est là où ils ont juste posé des questions. Quelle serait, donc il existe donc toute cette littérature émergente sur l'hygiène de vie, lifestyle, et vous êtes évidemment concerné par ces informations. Quels sont les obstacles que vous rencontrez? Et donc c'était juste dans une ville en Allemagne. Et en fait, 3 thèmes ont émergé. Donc c'est tout ce qui peut être en lien avec l'inclusion, aménager l'espace local, et ensuite le thème de l'accessibilité et la proximité en fait. Donc c'est pas du tout. Donc encore une fois, c'est juste un petit échantillon avec des personnes qui n'étaient pas forcément représentatives du tout de la population, mais la démarche existe déjà. Il faudrait qu'on continue à travailler dessus et de poser la question sur comment améliorer les espaces. Et c'est même des choses qui peuvent pas être banales, mais juste l'existence de toilettes publiques. Pour aller faire du sport, on a du mal à faire ça si on habite loin des toilettes publiques. C'est des choses auxquelles on ne peut pas forcément penser si on est chercheur académique, très intéressé par... Voilà. Donc c'est vraiment des questions très pratiques. Et si on va aller encore plus loin, donc là je vais aller vers un peu l'hypothèse, mais je pense que dans ma vision des choses, il faudrait... Donc ça reste quand même de niveau un peu shallow, donc pas encore totalement profonde. Je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est le concept en anglais de deprivation, donc de ces privations socio-économiques, c'est-à-dire ne pas avoir suffisamment de ressources pour être bien à la fin du mois, quoi. Et je pense que c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faudrait lutter, et notamment, donc, si on imagine donc une espèce de cascade qui relie la privation socio-économique et la démentia, je pense qu'au centre de ce modèle, c'est que les personnes issues de milieux défavorisés ont tendance à ne pas profiter d'une mobilité socio-économique dans la vie. Donc, c'est-à-dire, ils restent... Et en fait, donc, au centre de mon modèle, c'est un peu, il faudrait réduire l'écart de la réussite, l'accès à l'appareil socio-économique de la société, en fait. Donc, même s'il y a des facteurs biologiques, des facteurs environnementaux en lien avec tout ce qui peut être... Donc, ça, ce sont des facteurs un peu reconnus de la démentia, mais j'ai essayé de les inscrire dans un modèle où on a vraiment au centre
l'idée de l'écart de réussite. Donc en fait, parce qu'il y a eu une étude en Suède qui a montré que si donc l'éducation est le facteur de risque majeur. Mais si on ne fait que augmenter les années d'éducation sans que ça se traduise par une mobilité socio-économique, il n'y a pas d'impact sur la démentia. Donc c'est vraiment attainment. C'est pas juste education, c'est attainment. C'est vraiment la réussite socio-économique, c'est la mobilité. Et c'est ça qu'il faudrait travailler ensemble en tant que société. Voilà, donc moi je mets ça un peu au centre. Ça devrait être au cœur de nos préoccupations pour réduire les inégalités en matière de santé cérébrale en fin de vie. Même si ça requiert évidemment une vision à long terme, lutter pour favoriser la réussite des personnes dans des milieux défavorisés. À long terme, c'est clairement pour moi la priorité. Donc ça, c'est là où on commence à... Donc on est passé du niveau de la surface, modification de l'hygiène de vie, shallow, peu profond, environnement immédiat, ce qui est très bien, c'est un bon premier pas. Et ensuite, les niveaux plus profonds, c'est changer la structure de la société pour favoriser la mobilité. Voilà, donc juste pour terminer, il faudrait quand même qu'on agisse. Je pense que c'est, en fait, le risque, c'est qu'on continue à juste étudier, alors qu'on sait qu'il y a des inégalités criantes dans la société. Il faudrait qu'on soit des agents, quoi. Donc il y a un peu trois axes. Niveau de donc c'est population, environnement, et moi je parle de ce concept de stimulation, j'en ai parlé dans d'autres papiers, pour remplacer le concept de lifestyle. En fait, lifestyle pour moi est problématique parce que, par exemple, on a vu, donc bon, je ne vous ai pas très bien montré, mais dans les commissions de 27, on parle de plus en plus de pollution comme facteur, et ça rentre pas du tout dans le concept de lifestyle. C'est pas parce que on a une, voilà, c'est là où on habite, on y est pour rien. Donc la stimulation, j'ai essayé quand même de dire comment en fait on peut faire entrer les facteurs de risque dans ce contexte de stimulation. J'en parle dans ces deux papiers. Ensuite, population, impliquer les acteurs. Donc pour moi, c'est vraiment une espèce de responsabilité partagée. Donc moi, dans ce papier à gauche, de Dementia Prevention Guidelines should explicitly mention deprivation. Là où je pense qu'on devrait être plus explicite. Si on va faire la promotion de l'approche fondée sur l'hygiène de vie, il faudrait quand même... Donc, si on va dire « you ought to change your lifestyle », en fait, no ought without support. Donc, le gouvernement britannique veut bien dire « arrêtez de fumer », ok, il faudrait donner des ressources pour que ça soit plus... de l'accompagnement, du soutien, des ressources psychologiques, physiques, sociales, etc., pour que ça soit plus probable et efficace. Toute la littérature en santé publique sur les approches fondées sur le lifestyle montre que pour la plupart des conditions, ça ne marche pas. Donc, il ne faudrait pas qu'on reste uniquement sur le lifestyle. Donc j'ai parlé de population, de stimulation, et ensuite environnement, changer les environnements au sens peu profond et au sens plus profond pour favoriser la santé cérébrale de tous. D'ailleurs, dans certains pays, donc d'après le Global Burden of Disease, étude de 2019, dans certains pays où l'incidence de démentia est prévue de vraiment accélérer, beaucoup accélérer, dans certains de ces pays, on sait par exemple que les femmes ont un taux d'incidence plus élevé que les hommes, et dans certains de ces pays, l'éducation, la scolarité pour les filles n'existe pas. Donc il y a des questions de société à se poser en termes de priorité. Donc voilà, je pense qu'il faudrait juste qu'on soit un peu plus... Dans la recherche, il ne faudrait pas que nous on soit passifs, il faudrait qu'on fasse vraiment la promotion de ces approches plus équitables. Voilà, merci.